Renaissance africaine saison 2. Et il n'y a pas de lutte ni de mouvement de libération nationale fécond sans une théorie de libération efficiente, connue et partagée par le peuple en lutte. Le panafricanisme, la Renaissance africaine comme théorie de libération, quels sont les résultats? Du panafricanisme, nous en savons suffisamment. Une littérature foisonnante la présente et nous l'explique. Nous connaissons et vivons au quotidien les résultats prodigieux de cette théorie de libération. Malheureusement aussi, nous vivons les limites opératoires de cette théorie. Loin de vouloir susciter la polémique, il est question d'éclairer nos lanternes sur l'efficience de nos théories de libération de manière générale, en particulier le panafricanisme et la Renaissance africaine. Nous reviendrons sur les faits, les événements historiques qui militent en faveur de la Renaissance comme dépassement conceptuel du panafricanisme qui, nous le regrettons au quotidien, n'est-ce pas, a du mal à parvenir à la victoire finale sur l'impérialisme culturel et religieux, l'impérialisme économique et politique de l'Occident. Que recouvre exactement le concept Renaissance africaine? Nos panélistes nous le diront. Quelles sont ses implications? Nos panélistes nous le diront également. Curiosité des curiosités. Cheikh Anta Diop, le promoteur de la Renaissance africaine en 1948, dans un article fameux qui disait « Quand parlera-t-on de la Renaissance africaine ?» Chose curieuse, disais-je, n'a jamais fait allusion ou référence au panafricanisme dans ses écrits. Cheikh Anta Diop a préféré placer d'entrée de jeu ses travaux de libération nationale de l'Afrique directement sous l'égide de la Renaissance africaine. N'est-ce pas, il s'est gardé tout au long de sa vie de faire le moindre commentaire sur le panafricanisme. Est-ce à dire qu'il décelait dans le panafricanisme des limites opératoires dans le cadre de la lutte de libération? Nos panélistes nous le diront, de même qu'ils nous instruiront sur la démarche et les finalités de la Renaissance africaine. Mais avant d'y arriver, nos panélistes nous diront en quoi le panafricanisme et la Renaissance africaine sont des théories et non des idéologies, et en quoi ces deux théories, n'est-ce pas, de libération nationale, convergent ou divergent. Sans plus tarder, prenons une courte transition. Qu'il ne se trompe pas. Renaissance africaine saison 2. Winnie Mandela nous a quittés il y a quelques jours. Nous reviendrons sur elle, sur son combat, sur son long combat de libération nationale et sur la philosophie qu'il a portée, n'est-ce pas, et qu'il a portée durant toute sa vie. Et nous comprendrons pourquoi est-ce qu'une théorie est très importante dans le cadre d'un combat. Mais ceci sera lors d'une prochaine émission. Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Renaissance africaine, saison 2. Et ceci à votre demande express. Il faut dire que vous avez été très nombreux à solliciter le retour de cette émission. Renaissance africaine, saison 2, c'est du 2 en 1. Désormais, de manière alternative, nous aurons une émission consacrée aux grandes figures des résistances et des résistants, n'est-ce pas, célèbres ou anonymes, qui ont donné de leur sang, n'est-ce pas, de leur sang, de leur vie, de leur sueur pour la liberté de la terre Kamita, la terre sacrée. Au passage, nous reviendrons également sur les mouvements, les événements et les théâtres d'opérations de lutte de libération intellectuelle, artistique et politique. Cette émission se fera sous l'égide de la figure tutélaire Kumpa Vita. Entre autres temps forts de la Renaissance saison 2, n'est-ce pas, ce sera Renaissance Imhotep, le rendez-vous consacré aux sciences et aux humanités classiques de Kamita, l'impériale terre sacrée, sous la houlette de la fine fleur de l'intelligentsia du continent et de la diaspora. Malheureusement, et vous le savez, avec un présentateur de mauvaise foi, pour qui la science n'est pas neutre, elle doit prendre position. Comme vous, chers téléspectateurs, je ne suis pas un journaliste, je suis avant tout un homme comme vous, et comme vous, j'ai pris position.
chers téléspectateurs, nous entamerons une série de 4 émissions sur la Renaissance africaine comme théorie de libération nationale et ses implications dans le cadre de Renaissance Imhotep. Sans plus tarder, je vais vous introduire les personnes qui vont, n'est-ce pas, nous entretenir sur la question de la Renaissance africaine. Certes, c'est le titre de l'émission, c'est le titre d'un article de Cheikh Anta Diop, mais aussi c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, le sujet que nous allons aborder. Sans plus tarder, je vous introduis quelqu'un que vous connaissez déjà assez bien, en la personne de M. Balok, n'est-ce pas, qui est consultant de cette émission, secrétaire général d'Afrocentricity Cameroun. Il est historien, égyptologue, enseignant à l'école savante Cheikh Anta Diop. Bonsoir, M. Balok. Bonsoir, M. Tayo. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette deuxième saison de Renaissance africaine. Également, autre personne que vous connaissez aussi, chers téléspectateurs, dans le cadre de notre émission à Yaoundé, n'est-ce pas, c'est M. Bibou Nissak, qui est consultant média. Bonsoir, M. Bibou. Bonsoir Tayo Kamge, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et je voudrais rendre grâce aux aïeux sanctifiés et vivifiés pour la grâce qu'ils nous font justement d'être présents parmi vous. Monsieur Bibou, d'être parmi nous aujourd'hui. Sans plus tarder, nous aurons quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui mérite, n'est-ce pas, véritablement d'être connu, n'est-ce pas, sur le territoire et sur la terre sacrée d'Afrique. Il s'agit de M. José do Nascimento, qui est co-directeur de la rédaction de plusieurs ouvrages, notamment La Renaissance africaine comme alternative au développement, La démocratie à l'épreuve de la société numérique et le dernier livre, n'est-ce pas, Les technologies numériques comme un miroir de la société africaine. Nous l'aurons en duplex à partir de Paris. J'espère que la technique l'a calé et je m'en vais tout de suite, n'est-ce pas, lui dire bonsoir, Monsieur do Nascimento. Non, nous avons un problème technique, n'est-ce pas, avec M. José do Nascimento. Nous espérons l'avoir tout à l'heure, n'est-ce pas, parce qu'il fait partie des piliers de notre émission. Monsieur Balok, n'est-ce pas? Pour une compréhension tout à fait, pour une compréhension tout à fait parfaite, nous souhaiterions évacuer d'entrée de jeu les difficultés d'ordre sémantique, en commençant par la définition des concepts qu'est idéologie, théorie, pour mieux apprécier les définitions du panafricanisme et de la Renaissance africaine. Sans plus tarder, je vais vous demander, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une idéologie et en quoi une idéologie diffère d'une théorie? Merci. Déjà, il faut savoir qu'une idéologie est un système de pensée véhiculé, possiblement par le lien social ou communautaire, et voire même par une autorité publique, une autorité politique. Ce système de pensée est généralement considéré comme absolument vrai, irréfutable, qu'on ne peut pas critiquer. Donc, en bref, l'idéologie est un système de vérité absolue et ce système de vérité absolue ne souffre d'aucune contestation. Donc, et dans l'idéologie, nous avons l'endoctrinement, nous avons le dogmatisme et c'est un thème qui a pris une connotation négative depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce d'autant plus que les idéologies comme le nazisme et le fascisme ont conduit le monde dans un gouffre extrêmement désastreux. Donc, le thème idéologie porte une connotation négative. Mais par contre, la théorie se démarque de l'idéologie en ce sens qu'elle ne se revendique pas ou presque jamais d'une vérité absolue. Donc, d'une vérité certaine, mais la théorie est une certaine interprétation de la réalité, une certaine explication du monde d'un certain point de vue. Donc, pour faire très simple, la théorie est portée par les intellectuels et s'impose par le haut, alors que l'idéologie est portée par le peuple, par la masse et se pose vers le bas.
Donc, et pour une renaissance africaine, il faut certainement une théorie qui soit portée par une certaine élite bien formée. Voilà, merci. Après avoir fait le distinguo entre l'idéologie et une théorie, nous allons aller vers Yaoundé et demander à M. Bibou dans quel registre, n'est-ce pas, ou de quel statut relève le panafricanisme et la Renaissance africaine. Sont-ce des idéologies ou des théories? Qu'induit la question qui est posée, nous allons essayer de nous faire le plus sommaire et précis possible, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité. Il faut d'abord ajouter que pour compléter le cadre qui a été planté tout à l'heure fort opportunément par mon frère Balok, à qui je présente mes amitiés bien fraternelles, il faut dire de la théorie qu'elle se construit sur le principe de la contradiction. Elle est ouverte précisément à la critique et à sa remise en question. Ce qui, bien sûr, la distingue de l'idéologie, qui en général est considérée comme, dans son approche la plus, disons, stricte, comme un dogmatisme. Dans le cas qui nous concerne, s'il faut parler de renaissance africaine, eh bien, il faut recourir à l'un comme à l'autre, voire même rajouter une sorte de mémo pratique sur les actions qui devraient guider justement et paver la route qui mènerait à cet objectif qu'est la Renaissance africaine. La Renaissance africaine recourt donc dans le développement de la stratégie ou de l'action qui permettra de la voir aboutir à des outils, à des méthodes qui peuvent relever dans un cas comme dans l'autre de l'idéologie, voire en même temps de la théorie. Parce que si nous prenons la question du panafricanisme, il va de soi qu'il y a un entremêlement idéologico-théorique plutôt étroit qui fait en sorte qu'on oscille entre idéologie radicale, observer quelque peu l'approche panafricaniste de Marcus Garvey. On oscille entre cette idéologie stricte et radicale, mais aussi un mélange souvent de la part des acteurs, et là encore on peut prendre Marcus Garvey comme figure tutélaire, un mélange de théories, parce que principalement des figures comme Henry Sylvester ou Wilmot Blyden ont fondé leur approche panafricaniste. Dans le même sillage, plus tard, viendra s'inscrire Kwame Nkrumah. Ils ont fondé leur approche sur une théorisation qui mêlait étroitement quelques assertions et quelques perceptions idéologiques. On peut donc dire que dans le cas qui nous concerne, la théorie et l'idéologie peuvent souvent faire bon ménage à l'observation de ce que l'histoire du panafricanisme a donné à voir. Le distinguo, n'est-ce pas, et les points convergents et divergents entre une théorie, n'est-ce pas, et une idéologie, ceci est très important pour comprendre la suite du débat. Parce qu'effectivement, et là, nous allons savoir, ça va nous permettre d'aller vers Paris, n'est-ce pas, où d'abord on va prendre M. José Donald Cimiento. J'espère qu'il nous entend. Bonsoir, M. Donald Cimiento. D'accord, oui, je vous entends. Bonsoir, M. Taou. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Merci, gardez l'antenne, n'est-ce pas, et je permettais que je revienne à vous. Revenons à la Renaissance africaine. Le terme, n'est-ce pas, s'est imposé dans le jargon de la science politique africaine, précisément le 15 juin 1999, lors de l'investiture, n'est-ce pas, du président Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, à cette occasion, avait proclamé que le XXIe siècle serait celui de l'Afrique, inférant ainsi l'idée d'une renaissance de continent. Par la suite, le président Watt, n'est-ce pas, que nous connaissons bien, avec le plan Oméga, et la construction d'une statue de la Renaissance africaine ont fait un certain nombre de choses.
La question que je m'en vais vous poser, n'est-ce pas, dites-nous un peu, pour le président Thabo Mbeki et la Renaissance, pardon, la Renaissance africaine signifiait pour le président Thabo Mbeki, n'est-ce pas, un moment, n'est-ce pas, le troisième moment de la phase de libération de l'Afrique, ceci après l'histoire postcoloniale, n'est-ce pas, de l'Afrique, et le second qui étant, le second, la décolonisation et la transition démocratique, n'est-ce pas. Question, dites-nous, quel était le contenu que donnait précisément Cheikh Anta Diop à la Renaissance africaine? La question, c'était quel était, n'est-ce pas, le contenu que donnait Cheikh Anta Diop à la Renaissance africaine, à contrario de celle de Thabo Mbeki. Avez-vous dit, n'est-ce pas, c'est d'abord l'inventivité, n'est-ce pas, le fait de reprendre, si vous ai bien compris, de reprendre certaines valeurs culturelles africaines à partir duquel on pourrait rebondir. Si j'ai bien compris, je vais demander à monsieur Balok, le terme Renaissance africaine induit au préalable, n'est-ce pas, la mort ou le déclin d'une civilisation, notamment celle africaine. Peut-on considérer l'arrivée, n'est-ce pas, des puissances arabes européennes avec la pratique de l'esclavage comme le moment symbolique de la mort de l'Afrique? Si oui, en quoi? Et sinon, pourquoi? Donc, allons-y. À partir du moment où les razzias négriers ont été organisés sur notre sol, nous avons une autre Afrique qui va naître. Et cette Afrique-là était diamétralement opposée à cette Afrique connue avant que ces razzias ne s'imposent sur notre continent. Nous avons donc une désorganisation de notre société sur le plan politique, sur le plan économique. Et tout le tissu social va donc se trouver bouleversé. Nous avions avant des centres intellectuels comme à Tombouctou, où nous avons eu des savants, parfois qui vont être déportés à la faveur de ces razzias. Donc, ce qui fait que la vie intellectuelle, qui est même le fondement de la modernité, va pratiquement disparaître. Les sociétés seront désorganisées parce que les attaques répétées des négriers vont amener les différentes populations dans l'espoir d'échapper à ces attaques, de se retrouver un peu partout dans la forêt ou bien clairsemés dans les savanes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nécessairement, nous avons une autre Afrique qui va naître, et c'est cette Afrique qui est aujourd'hui. Cette Afrique des présidents, par exemple, qui ne sont pas désirés par leur peuple, qui sont soutenus de l'extérieur. Cette image de cette Afrique politique a commencé à l'époque des razzias négriers, où les négriers, pour qu'ils puissent avoir une assise dans une région, ont commencé à tuer les rois légitimes
et à les faire remplacer par des négriers. Donc on a eu des rois blancs qui avaient des noms noirs. Nous avons eu des enfants métis qu'ils avaient eu à faire et qui ont été hissés au niveau de la politique. Ils sont devenus chefs, ils sont devenus rois. Et c'est cette problématique que nous continuons à vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est nécessaire de renaître, et cette renaissance-là suppose que nous regardions d'abord derrière pour nous inspirer des modèles politiques, économiques, socio-culturels que nos dévanciers ont eu à élaborer, s'inspirer de ces modèles et revenir à notre époque et voir comment il est possible de les adapter en tenant compte des échanges que nous avons à notre époque. Et cela a été bien formulé dans le chapitre 125 de ce qu'on appelle le Raumo Peret Muhiru, cela veut dire le livre de l'ouverture à la lumière du jour, où il est écrit « L'hier m'a enfanté, voici qu'aujourd'hui je crée les demain ». Et cette seule phrase nous montre que la projection que nous pouvons avoir dans le futur est nécessairement indiquée par notre capacité à rentrer dans hier, à comprendre dans hier, à comprendre ce que hier nous a donné et que nous sommes le fils de hier, et à revenir dans l'instant présent pour corriger un certain nombre de choses. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Effectivement, le terme africain, qui voudrait dire renaissance africaine, c'est Ouem Messout, qui signifie, n'est-ce pas, justement, la renaissance. Ce phénomène de renaissance n'est pas, n'est-ce pas, nouveau en Afrique. Plus d'une fois déjà, les terres africaines ont été occupées, notamment par les Hyksos sur l'Égypte antique, plus d'une fois. Donc, ceci dit, chaque fois, l'Afrique a pu se relever. Donc, je vais m'en vers M. Boubou pour lui poser la question suivante. Quelles sont les périodes et pourquoi, n'est-ce pas, les éléments culturels ont toujours été convoqués pour la renaissance de l'Afrique? Alors, les éléments culturels sont convoqués lorsqu'on parle de la Renaissance africaine, parce que au cœur de la Renaissance et des concepts que charrie cette notion, plutôt polysémique, il y a la question identitaire. Et la question identitaire est précisément celle qui détermine tout le reste. Parce que s'il faut renaître, eh bien, ça veut dire qu'il faut retrouver un état glorieux, originel, antérieur, désormais, non peut-être pas révolu, mais au moins atténué, estompé, endormi. Et donc, le caractère culturel et artistique, d'ailleurs, sont les deux caractères que je viens de citer au cœur de la définition de l'identité qui est recherchée. Parce qu'en réalité, renaître, ça veut dire, quand vous rappeliez tout à l'heure l'Ouem Messout, il faut le dire d'abord avec force. C'est l'Ouem Messout incorporé dans le judaïsme, le christianisme et l'islam ultérieurement, nous dirons même tardivement, c'est cela qui devient la résurrection, la renaissance, le renouveau. L'Ouem Messout recouvre toutes ces acceptions et ces sens différents du terme renaissance ou renouveau ou résurrection. Et donc, en revenant sur notre passé, parce qu'il faut aussi dire que le terme renaissance a été employé par certains un peu par un péché de décalcomanie. Vous savez, ce copier-coller qui fait en sorte que des prétendus intellectuels, dans le cerveau desquels on a procédé à un effacement, réimpression, effacement de savoir originel, réimpression de nouveaux savoirs, souvent parfaitement inutiles, ceux qui l'ont dit ont souvent employé le terme précisément en se référant à la Renaissance, mais à la Renaissance européenne.
celle qui commence entre le 13e, 14e, 15e, notamment dans les cités-États de Florence, en Italie, qui est une sorte de redécouverte de l'Antiquité. Alors, dans le cas qui nous concerne, vu que nous sommes 6200 et quelques ans de notre ère, eh bien, il s'agit de se reconnecter à la technicité, parce que c'est une expression culturelle aussi, aux savoirs divers, religieux, scientifiques, juridiques, sociaux, anthropologiques, et même, on pourrait dire, philosophiques, théosophiques, théologiques, etc. Tout ce corpus abouti qui existait déjà bel et bien dans notre histoire la plus lointaine. Nous parlons bien ici de l'histoire du continent sur lequel nous nous trouvons. Nous préférons dire à titre personnel l'histoire kémito-nubienne. Eh bien, ce sont ces éléments culturels qui font d'ailleurs, qui sont des incorporations de ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine immatériel, qui sont les éléments sur lesquels cet enjeu s'est défini et qui sont les éléments qui justifient l'importance culturelle qu'il y a de s'approprier ces réalités-là. Monsieur Bibou, d'avoir évoqué, n'est-ce pas, les éléments culturels qui fondent, ou tout au moins la raison pour laquelle nous devons nous refonder à partir des éléments culturels. Mais je voudrais tout de suite, n'est-ce pas, aller vers, avant d'aller à Paris, voir M. José do Nascimento, il y a M. Balloch qui voudrait réagir, n'est-ce pas, qui voudrait compléter les informations sur le concept de la Renaissance africaine en langue africaine, ou M. Messout. Voilà, et dans un travail académique titulé Et si la Renaissance africaine commençait par la redécouverte et la réappropriation des antiquités classiques de Tamiré et de Tasseti, dissertation libre sur la Renaissance africaine, j'ai donné une autre définition de Ouhem Messou. Je suis parti du fait que quand on écrit Ouhem Messou, il y a deux idéogrammes qui pourraient nous amener à dépasser généralement l'idée que nous avons de la simple Renaissance. Le premier idéogramme, c'est une femme qui est en train d'accomplir l'acte d'enfantement. Donc, elle est en train de mettre au monde un enfant. Donc, il s'agit là de l'acte d'enfantement. Le deuxième idéogramme, c'est celui d'un papyrus enroulé et qui, en Médou Nétier, renvoie à ce qui est spéculatif, à ce qui est de l'ordre des idées. Donc, en un seul mot, il s'agit là d'un concept hautement philosophique qui s'apparente à ce que les Grecs appelaient la maïeutique. Donc, le Ouhem Messout serait donc une maïeutique dont la finalité est de réaménager la société dans tous les domaines de la science, comme Bibou est en train de le dire, que ce soit dans la psychologie, dans l'histoire, la géographie. Et ce réaménagement a une finalité, celle de réaménager la psychologie collective de la population et de poser le nouvel Kamite ou le nouvel Africain comme étant un être né de nouveau, et celui-là qui peut comprendre les problématiques et les enjeux de l'heure. Voilà l'idée que j'ai donnée de la Renaissance, Ouhem Messout. Effectivement, mais là, vous nous demandez, et M. Bibou l'a dit tout à l'heure, que pour la Renaissance africaine, il faille, n'est-ce pas, convoquer la culture ou les éléments culturels de l'Afrique. Rappelons que la culture ne se limite pas, n'est-ce pas, aux danses folkloriques, mais la culture, c'est l'ensemble des techniques qu'un peuple développe, n'est-ce pas, pour faire face à sa situation de vie actuelle, face à son écologie. Autrement dit, n'est-ce pas, la philosophie, les techniques qui sont mises en place pour vaincre ou pour dominer, ou pour, tout au moins pour faire face à un environnement écologique, n'est-ce pas, est de la culture. Mais toutefois, la culture africaine, M. José do Nascimento, fait peur. Elle fait peur aux intellectuels africains dès lors que l'on l'invoque, n'est-ce pas, comme élément qui nous permettrait de renaître, qui nous permettrait de partir. J'en prendrai pour un exemple quelqu'un que vous connaissez bien, enfin dont vous certainement avez-vous entendu parler, M. Daniel Etouda Mangele, qui, dans un livre, n'est-ce pas, dont le titre du livre est « L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel ?» Sous-entendant que la culture africaine, n'est-ce pas, est porteuse
de choses qui sont tout à fait contraires à la modernité. Donc, je voudrais vous poser la question, la modernité, qu'est-ce que c'est par rapport à la Renaissance africaine, ou tout au moins, est-ce que la Renaissance africaine est porteuse de modernité? Oui, alors, je réponds. Oui? Alors, écoutez, en ce qui concerne le concept de modernité, il faut faire une clarification. Il faut dire que nous, actuellement en Afrique, on a une définition que je vais dire, une définition pathologique de la modernité. Pathologique en ce sens qu'en Afrique aujourd'hui, nous entendons par modernité l'adoption des standards de la civilisation occidentale. Par conséquent, ceux qui ont peur d'être aliénés vont rejeter la modernité, alors que ceux qui sont complètement aliénés vont adopter une posture caricaturale de la modernité. Donc, dans les deux cas, nous sommes dans un rapport pathologique à la modernité. Il nous faut revenir à une définition rationnelle de la modernité pour que nous ayons un rapport normal avec le concept de modernité. La modernité, en fait, en vérité, c'est très simple, hein. La modernité, c'est simplement un projet d'organisation de la société selon une perspective de progrès. Il s'agit du progrès politique, hein, qui se résume dans le cadre d'un régime politique de séparation des pouvoirs, dans la garantie constitutionnelle et juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne. La modernité, c'est aussi le progrès économique, c'est-à-dire la mise en valeur des ressources nationales sous l'angle de la rentabilité interne, c'est-à-dire de la satisfaction des besoins du marché interne en priorité. La modernité, c'est aussi le progrès scientifique, c'est-à-dire l'instrumentalisation des sciences et des techniques pour vaincre l'adversité de la nature, hein, les maladies, la famine, etc. Enfin, la modernité, c'est aussi le progrès intellectuel, c'est-à-dire la valorisation de la raison au détriment du théos et de la superstition. Alors, c'est vrai que pour réaliser cette modernité en Afrique, on doit faire appel à la culture et à l'histoire africaine. Pourquoi? Parce que la culture et l'histoire africaine sont heuristiques, c'est-à-dire elles permettent de trouver des solutions. Vous prenez la culture africaine, elle est heuristique. Pourquoi? Parce qu'elle renferme la mémoire d'une expérience historique qui peut, dans tous les domaines, nous inspirer pour inventer les solutions de l'avenir. Nous devons faire comme les Occidentaux ont fait. Vous voyez, ils se sont inspirés de leur culture antique pour inventer la modernité. Vous prenez par exemple la démocratie. Ils se sont référés à un concept de leur antiquité et à partir de ce concept, ils ont inventé la démocratie moderne. Mais attention, ils n'ont pas reconduit la démocratie antique. Hein. Entre la démocratie antique et la démocratie moderne, il y a un fossé. Hein. La démocratie moderne n'a rien à voir avec la démocratie antique, mais vous voyez, ils s'en sont inspirés. Nous devons faire la même chose. Notre culture est riche d'une expérience extraordinaire et nous pouvons nous inspirer d'énormément de choses qui sont dans cette culture pour inventer les solutions de l'avenir. Hein, donc, c'est dans ce sens-là que nous devons nous référer à notre culture passée, non pas pour reproduire les solutions du passé, sûrement pas, mais pour inventer les solutions de l'avenir en nous inspirant justement des solutions du passé. Hein, c'est en ce sens que la culture peut nous servir. Si vous me permettez, je reviens rapidement sur le concept de la Renaissance africaine, parce que je pense qu'il faut être quand même clair sur le concept. Il est nécessaire de dire et de redire que le concept de Renaissance africaine a été créé par analogie avec le concept de la Renaissance européenne. Donc, pour savoir qu'est-ce que c'est que la Renaissance africaine, il nous faut savoir qu'a été la Renaissance européenne. La Renaissance européenne a été un projet de renaissance historique. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de renaissance historique? C'est un projet que met en œuvre un peuple qui a perdu son aptitude à l'initiative historique dans le cadre d'un processus de régression historique. Par le projet de renaissance historique, justement, ce peuple vise quoi? Il vise à reconquérir son aptitude à l'initiative historique, c'est-à-dire sa capacité à anticiper, à entreprendre, à créer, à inventer, innover, c'est-à-dire clairement sa capacité à créer
les conditions matérielles et immatérielles de sa propre existence. Par conséquent, la Renaissance africaine, nous devons l'entendre comme étant simplement un projet de renaissance historique de l'Afrique. Ce qui doit renaître, c'est notre aptitude à la créativité à l'échelle collective. Je vous le dis, notre problème aujourd'hui en Afrique, n'est-ce pas notre incapacité à créer par nous-mêmes les conditions matérielles et immatérielles de notre propre existence? C'est ça notre véritable problème. C'est pour ça que la Renaissance africaine doit s'entendre comme un projet de reconquête de notre aptitude à l'initiative historique. Et de ce point de vue, bien sûr, la Renaissance africaine contient des éléments de modernité puisqu'elle vise justement à trouver des solutions, à créer des solutions pour la modernisation des sociétés africaine. Désolé de cette longue introduction, mais je voulais quand même faire une précision, une clarification sur le concept de renaissance africaine. Non, mais effectivement, ce que vous dites est très intéressant. Et justement, je vais vous relancer, Monsieur José do Nascimento. Si on s'en réfère à l'histoire africaine, en ce qui concerne l'Égypte antique, les grands empires du Ghana, du Mali, du Monomotapa, ceux-ci n'ont pu exister parce qu'elles avaient une capacité d'inventivité, d'innovation et d'anticipation. Autrement dit, la Renaissance africaine, autrement dit, la modernité, n'est-ce pas, a déjà été connue et pratiquée en Afrique. Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement. Oui, alors, oui. Sur cette question de savoir est-ce que l'Afrique ancienne a été moderne, oui, la réponse est positive. L'Afrique ancienne a été moderne dans différents domaines. Il faudrait faire des études par spécialité pour démontrer ça domaine par domaine, mais on peut prendre ne serait-ce que deux domaines qui sont clairs. Vous prenez le domaine de l'architecture. Dans le cadre de l'Égypte ancienne, on voit bien que l'architecture de l'Égypte ancienne demandait des connaissances mathématiques et géométriques de très haut niveau. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, on n'arrive pas à créer une pyramide. Les Japonais ont essayé de créer une pyramide comme les Égyptiens avec la technologie moderne. Ils ne sont pas arrivés à le faire. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'architecture, nous avions des connaissances d'une modernité extraordinaire. Prenons un dernier exemple qui est la conception de l'État dans l'Afrique ancienne. Écoutez, dans une autre intervention, je pourrais être plus précis sur ça, mais vous savez, dans l'Afrique ancienne, on a une conception tout à fait moderne de l'État. Par exemple, vous prenez le concept égyptien de Père A, qui est le concept africain de l'État. C'est un concept tout à fait moderne. Bon, je ne peux pas développer plus ici, mais à une autre occasion, je pourrais vous montrer absolument en quoi le concept d'État dans l'Afrique ancienne est un concept moderne. Donc, effectivement, dans différents domaines, nous pouvons montrer que l'Afrique ancienne n'a pas attendu l'Occident pour entrer dans la modernité. Il y a énormément de choses de la culture africaine ancienne et de l'histoire africaine ancienne qui sont absolument modernes. Je ne vais pas vous lâcher, avant d'aller vers Yaoundé. Je vous demanderai encore, Monsieur José do Nascimento, dites-nous un peu, l'une des conditions de la Renaissance européenne, n'est-ce pas, ça a été la séparation de l'Église et de l'État. Autrement dit, l'Église ou de la religion et la science. Il y a eu un rejet de ce que vous avez appelé précédemment le théos. Or, les Africains ont fait la modernité. Ils ne se sont pas pour autant séparés du théos. Donc, quelle était la conception, n'est-ce pas, africaine de Dieu ou du théos pour qu'elle s'imbrique et qu'elle vive en harmonie avec la science, contrairement à l'Europe? Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui pose problème, ce n'est pas tellement l'omniprésence de Dieu, c'est plutôt la croyance que la vérité viendrait du ciel et non pas de la raison. Rejeter le théos n'est pas rejeter l'omniprésence de Dieu.
Le théos, c'est vrai, c'est la croyance selon laquelle la vérité vient du ciel. Or, on peut être pour l'omniprésence de Dieu tout en pensant que la vérité provient de la raison. C'est exactement ce que illustre l'Égypte ancienne. Dans l'Égypte ancienne, il y a une omniprésence de Dieu, mais dans l'Égypte ancienne également, la science se fait dans les temples religieux. C'est-à-dire que dans l'Égypte ancienne, on considère que la vérité ne vient pas du ciel, mais la vérité vient de la raison. Donc, par conséquent, dans notre culture africaine, il n'y a pas incompatibilité entre la croyance en Dieu et la croyance dans la science, pour cette simple raison, c'est que nous considérons dans notre culture africaine que la vérité, la science, ne vient pas du ciel, mais vient de la raison. Voilà, voilà en quoi, et effectivement, il n'y a pas incompatibilité dans ce domaine-là. C'est dans l'expérience culturelle européenne qu'il y a eu une incompatibilité entre l'omniprésence de Dieu et la science. Pourquoi? Parce que le théos, parce qu'en Europe, on considérait que la vérité venait du ciel, et donc, par conséquent, cette posture-là s'opposait aux avancées de la science. C'est à cause de ça qu'en Europe, la science n'a pu se construire que sur le dos du théos. La science n'a pu se construire que sur le dos de la religion, parce que la religion s'opposait aux connaissances scientifiques. Ce n'était pas le cas dans l'Égypte ancienne, ce n'était pas le cas dans les autres ères de grandes civilisations africaines. Le fait qu'on ne croyait pas au théos, on ne considérait pas que la vérité venait du ciel, faisait qu'il n'y avait pas incompatibilité entre la science et la croyance en Dieu. On dit la foi africaine est la résultante d'une démarche scientifique. Nous allons aller vers Yaoundé et nous allons demander à M. Bibou, n'est-ce pas, le terme Renaissance africaine. Avez-vous des éléments substantiels à ajouter avant qu'on ne passe, n'est-ce pas, à une autre phase? Ah oui, j'ai des éléments à ajouter et je crois que je vais peut-être ouvrir une controverse avec Donatiamento. Précisément, nous ne devons pas faire comme l'Occident. Précisément. C'est pour cela qu'à titre personnel, quand je définis la notion de renaissance africaine, je me fonde sur le sens originel de Louhem Messout et non pas sur le mimétisme qu'on applique notamment à la Renaissance telle qu'elle a fleuri à son apogée autour du 15e et du 14e siècle. Non! Alors, pourquoi? D'abord parce que moi je suis de l'école de Fanon, et Fanon dans les damnés de la terre, vous savez très bien, probablement mieux que moi pour certains d'entre vous, que tout l'héritage, tout le legs politique de Fanon, c'est de nous dire à nous, les peuples qu'il qualifie fort opportunément de damnés de la terre, ceux à qui on veut réserver le sort le plus funeste du genre humain, il dit, quand il parle du tiers-mondisme, il dit qu'il faut un tiers-monde créateur qui s'affranchit précisément des perceptions et des visions sociopolitiques, notamment institutionnelles occidentales, pour créer un homme neuf pour un meilleur univers, alors appliqué ici à l'universalité de la race et à toutes ses nuances, à l'université de la spécificité humaine et à toutes les nuances qui la constituent. C'est un enjeu fondamental. Pourquoi? Parce que si nous prenons la question, par exemple, du panafricanisme et donc de l'amalgame que certains font avec la Renaissance africaine, certes, il y a la vocation historique qui était au cœur de la pulsion qui animait la Renaissance européenne, mais nous en avons un supplément qui fait en sorte qu'on a des spécificités. D'abord, il y a des approches d'autodéfense. Il y a rarement eu à l'égard de l'histoire qui est la nôtre autant de coalitions qui se sont fédérées pour toujours nuire aux mêmes, au-delà du temps et à travers les époques. Nous sommes cette expression vivante d'un acharnement, d'une sorte de sadisme
qu'une frange de l'humanité, de façon collective, s'est concertée à mettre en œuvre. Dans le cas de la Renaissance européenne, on ne voit pas cet élément-là. Si on revient encore sur des notions telles que la philosophie et la démocratie, vous voyez, par exemple, il y a eu un débat qui était tout autant controversé. C'est que certains disaient, existe-t-il une philosophie africaine? Quelques individus dotés de la mentalité de supériorité en Occident avaient dit ça. Ils avaient posé cette question. Et quelques autres, notamment du côté ou africain ou descendants des Caraïbes, etc., afro-descendants, quelques-uns s'étaient crus devoir donner le là et répondre à cette question parfaitement sotte. Parce que vous ne direz pas, par exemple, vous, Camerounais, ou ceux qui mangent la teke, vous n'allez pas dire, est-ce que les Italiens mangent la teke? On dit non, ils ne mangent pas la teke. Et vous vous dites, ok, les Italiens ne mangent pas. Ça n'a pas de sens. Vous ne dites pas à quelqu'un, est-ce que vous mangez l'ondolé, spécialité culinaire camerounaise? Est-ce que vous mangez l'ondolé au Japon? Et les Japonais disent, nous ne mangeons pas l'ondolé. Et on répond aux Japonais, monsieur, vous ne mangez pas. Ah non. La recette culinaire ne fait pas disparaître le besoin universel d'alimentation. Alors quand on pose la question sur la philosophie, qui est forcément un paradigme qui a été créé quelque part, dans un cadre culturel spécifique, dans un contexte géographique spécifique, on ne dit pas, lorsqu'on n'a pas trouvé cette philosophie ailleurs, telle qu'elle s'appelle chez vous, on ne dit pas les autres ne font pas usage de la rationalité. Parce que la rationalité, parmi ses modalités ou parmi ses produits, eh bien vous avez la philosophie, comme vous pouvez avoir autre chose qui pourrait être similaire ou dans la méthode ou dans les objectifs, mais qui pourrait revêtir une autre appellation. C'est pour cela qu'au niveau du concept de renaissance africaine, nous devons commencer par nous l'approprier en faisant notre chose, une chose originale, singulière, qui, dans la perspective de ce que Njomwele, le philosophe, vous savez, je finis sur cette prise de parole par là, Njomwele, dans l'ouvrage de la médiocrité à l'excellence, vous savez, quand il parle de la modernité et de la tradition, il dit bien aussi, pour compléter ce qui a été dit un peu avant par de Nascimento, que la modernité doit toujours se concevoir comme un progrès qui contribue à l'amélioration ou à l'épanouissement de l'être humain, in fine. Autrement, si on sort de ce cadre-là, on n'est plus dans le progrès. Donc, si l'épanouissement humain est minoré, on n'est plus dans le progrès. Donc, la question de la renaissance africaine met en exergue justement les perceptions que nous avons entre ce que nous avons entendu par le lavage de cerveau que nous avons subi souvent par une instruction qui n'avait pas à cœur de nous émanciper, mais qui avait à cœur de nous dresser et de nous assimiler pour que par mimétisme nous reproduisions ce qu'on nous a appris à faire, qu'on nous apprenne à nous détester et nous nous détesterons, qu'on nous apprenne à se battre et nous nous battrons entre nous, et puis après, on aura été de parfaits écervelés. Il s'agit de se réapproprier ce concept, de lui donner la connotation que bon nous semblera et d'en faire dans un outil opérationnel. Merci, Monsieur Bibou. Il faut dire sur plus d'un point, n'est-ce pas, vous retrouvez Monsieur José do Nascimento dans son analyse. Donc, véritablement, vous êtes allé de manière complémentaire, certes avec des axes différents, mais je pense que vous avez dit la même chose. Mais ceci dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait, Monsieur Bibou, Monsieur Balok qui voudrait réagir, et après, nous irons au téléphone, n'est-ce pas, pour quelques appelants qui aimeraient poser des questions sur la renaissance africaine et peut-être la différence avec le panafricanisme, tout au moins dans les nuances. Oui, M. Tayo, je voudrais rassurer M. Bibou que nous ne sommes pas opposés et que M. do Nascimento et lui sont certainement dans un même axe. Ce d'autant plus que même si nous avons subi et nous continuons à subir les agressions de l'extérieur aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'au moment où l'Europe commence à penser à sa renaissance, l'Europe aussi subit des agressions. N'oublions pas que depuis pratiquement le 8e siècle,
l'invasion arabe qui a pris la péninsule ibérique s'est arrêtée à Poitiers dans le sud de la France et que l'invasion arabe va contourner le continent européen pour aller envahir la région des Balkans. Donc la citadelle, la Civitas Dei au centre de Saint-Augustin, elle l'a agressé. Donc les Européens aussi subissent une agression. Il est vrai que entre l'agression qu'ils subissent et ce que nous subissons aujourd'hui, la traumatologie historique n'est pas la même. Ça, je le concède. Mais il n'en demeure pas moins que nous subissons tous une agression. Et toutes les civilisations, mon étude a porté sur la Renaissance européenne et sur la Renaissance dans le monde arabe. Et je suis arrivé à un invariant dans toutes les autres formes de Renaissance sur lesquelles j'ai eu à me pencher, que nécessairement il y a un mouvement de retour vers les antiquités classiques. Et pas seulement un retour vers nos propres antiquités classiques, de temps en temps on jette un coup d'œil à ce que les autres ont eu à faire. Parce que même si les Européens redécouvrent leurs antiquités classiques à partant étudiées dans les universités de Cordoue, de Séville, dans la péninsule ibérique, dans les universités du Caire et de Téhéran, il n'en demeure pas moins qu'ils vont s'ouvrir d'abord à cette culture arabe qui a eu à conserver ses antiquités. En ce sens-là, nous sommes contraints quelque part. Nous ne disons pas d'embrasser cette culture européenne, mais nous sommes contraints, lorsque nous allons récupérer ces antiquités classiques qui nous échappent aujourd'hui, nous sommes contraints d'entrer dans la culture européenne, de l'étudier pour pouvoir comprendre comment est-ce que cette culture a permis aux autres civilisations d'émerger, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. De cette façon-là, nous reconnaissons que la Renaissance africaine n'est pas exclusive. C'est une Renaissance qui s'appuie aussi sur ce que les autres ont eu à faire dans différents courants civilisationnels. Merci, je ne sais pas, à la technique, n'est-ce pas? S'il n'y a pas encore, nous allons aller immédiatement vers M. José do Nascimento. Et nous allons revenir sur un élément très important, puisque là, il faudrait qu'on clôt un peu la partie sur la culture. Parce que, oui, on me demande d'aller vers la technique pour un appel. Tout de suite, nous allons demander à l'appelant « Bonsoir, monsieur ou madame, je ne sais pas ». Vous nous entendez? Oui. Nous vous écoutons à la technique, au téléphone. Allô? Bonsoir, monsieur, madame. Nous vous écoutons, chers téléspectateurs. Bonsoir. Est-ce que je suis en ligne? Oui, vous êtes en ligne. Je n'ai pas de retour. Allez-y, nous vous écoutons. Est-ce que je peux y aller? Faites-moi signe. Oui, nous vous faisons signe. Allez-y. Mais voilà, j'y vais quand même. Moi, c'est pour porter un petit rectificatif très important d'ailleurs, quand il s'agit de l'élogisme et la Renaissance. Je vais vous dire, mes frères, parce que dans mes travaux, dans ma jeunesse, nous y vont beaucoup. J'ai eu l'occasion d'y travailler. Voilà, c'est-à-dire que chez les Européens, il y a beaucoup une erreur, c'est-à-dire une mystification de mot Renaissance. Et parce que vous savez, en Florence, en Italie, c'est là où ils ont connu le 14e, 15e siècle, comme le disait tout à l'heure M. de Bonissac, la Renaissance. La Renaissance à quoi? Dans notre histoire, quand on travaillait, on ne dit pas Renaissance, on dit Ars Nova. Ars Nova, c'est-à-dire Ars Nouveau, c'est-à-dire une nouvelle forme de pensée qui n'a rien, parce que nous, s'agissant de nous, les Africains, on dit on va rechercher que la renaissance de notre histoire kémite égypto-libyenne qui renaît. Par contre, chez les Européens, ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils ont essayé d'inventer quelque chose qui soit moderne à eux, qu'eux, ils n'appelaient pas ça. En France, ici, dans le conservatoire où j'ai fait tant d'années d'études avec eux, quand on prend vraiment les textes, on ne dit pas de Renaissance. Ce sont les Français qui disent la Renaissance, sinon en général dit Ars Nova, c'est-à-dire une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme de musique, politico-philosophique. C'est nouveau pour eux, Ars Nova.
Par contre, nous, Africains, quant à nous, dans notre vision à nous, nous disons toujours, et c'est la Renaissance africaine, et quand on parle, je vais vous dire quelque chose en ce moment, il y a une mode chez les intellectuels africains, chez les intellectuels africains, cette histoire d'initiation. Cette initiation-là, dans les grandes loges, c'est là qu'on trouve les Africains. Mais c'était quelque chose qui était pompé, qu'on a fait dans l'histoire africaine. Et nous le retrouvons aussi chez les Européens, que quelque chose qui est né chez eux seulement au XIVe et au XVIe siècle. Alors dans toutes les sociétés africaines, dont moi j'ai connu aussi l'initiation, c'est ce chemin initiatique qui est très puissant depuis la nuit des temps. Toute l'Afrique, on a toutes nos sociétés initiatiques qui sont encore vivantes avec leur langue. Dans nos sociétés initiatiques, quand on va au Bénin, au Togo, etc., dans nos comment dirais-je, dans nos sanctuaires, nous avons des langues qui sont nos latins à nous, qui est réservée seulement aux initiés et non pas aux profanes. Et les Européens, au XVIIIe siècle, ils ont pompé exactement, ça rentre dans leur vision philosophique, etc., etc. Et les Africains sont très contents, on est dans la franc-maçonnerie, et nous les initiés, on a copié, c'est quelque chose qui frelaté que les Africains sont contents et ils en sont fiers alors qu'il n'y a rien. On ne peut pas dire chez les Européens qu'il y a quelque chose de renaissance, il n'y a pas renaissance. Ils ont inventé une nouvelle forme, comme eux-mêmes ils disaient que chez les Italiens en Florence, ils disent que Ars Nova, Art Nouveau, une nouvelle forme de pensée et qui n'a rien à voir avec nous, notre renaissance africaine à vous. Voilà ce que j'ai appris. La lutte continue. Bravo mes chers frères. Et on revit. Merci à vous et bonne soirée. Oui, je pense que nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Oui. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. La technique me fait signe. OK. Bonsoir, Tayo Kamge, je ne sais pas si je suis en direct. Oui, si vous êtes en direct, s'il vous plaît. Ok, merci pour la reprise de cette émission qui nous manquait, parce que c'est où on fait la confrontation des idées, et les idées amènent toujours la prospérité. Et parce que, vous savez, nos ancêtres disaient que c'est Dieu lui-même a pris conscience d'abord, parce que tout ce qu'il a créé, il a d'abord imaginé, donc ce n'est pas l'imagination qu'on crée la modernité. Et je constate une contradiction dans ce que monsieur Consimento, je ne sais pas, j'ai pas dit. Do Nascimento. Il a dit tout à l'heure que nous devions prendre la Renaissance européenne. Maintenant, moi je vois une contradiction parce que si nous parlons de Rouman Messoud, où M. Balog a bien dit que nos ancêtres représentaient ça par une femme qui est en train d'accoucher et le rouleau de papyrus a enroulé pour dire que c'est la Renaissance. Alors si nous constatons qu'il y a des milliers d'années, nos ancêtres avaient déjà représenté dans les murs, avec des graphiques, le thème de la Renaissance. Donc ça ne veut pas dire que nous allons copier, c'est que puisque nous l'avons déjà fait avant. Les ancêtres l'avaient imaginé, ils l'avaient théorisé, ils ont laissé par écrit. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est un concept occidental qu'il fallait copier, puisque cette civilisation que Mito Nubien a été attaquée, agressée plusieurs fois, il a fallu de la Renaissance à plusieurs reprises. Donc ce concept, on le connaissait déjà depuis la nuit des temps. Donc nous ne pouvons pas dire que nous allons, comme si nous découvrons cela aujourd'hui. Nous devons plutôt, c'est ceux qui ont perdu cette notion, nous avons perdu, après toutes ces agressions, nous devons plutôt nous réapproprier notre culture, c'est pour ça qu'on parle de Renaissance. Et il a aussi parlé de modernité. Je m'aurais dit que, d'après les théories, surtout, je salue ce soir Jean-Charles Kofi Gomez qui nous a appris que la modernité n'est que la suite ininterrompue de tous les savoirs. C'est la suite ininterrompue de tous les savoirs, de toutes les traditions. Parce que il n'y a pas de modernité de la philosophie tant que nos ancêtres n'aient imaginé d'abord la philosophie. Si nous n'avons pas... aujourd'hui, si nous construisons des immeubles, des gratte-ciels, c'est parce que des gens ont d'abord érigé des petites maisons. Après, quand on voit les concepts architecturaux des Imhotep, donc il a toujours fallu une base. Et la modernité qu'on voit aujourd'hui n'est que la suite de cette
tradition ininterrompue que nos ancêtres avaient commencé il y a des milliers d'années. Donc, il faut seulement une renaissance, aller dans le passé, puiser pour inventer l'avenir, comme vous avez dit, si bien dit sur vos plateaux ce soir. Merci et bonne soirée. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons immédiatement aller... Pardon, je ne sais pas. Un autre appel à la technique. Allô? Oui. Allô? Nous vous écoutons, madame ou monsieur, je n'ai pas bien entendu. Au Gabon. Au Gabon. Nous vous écoutons. Allô? Oui. Madame Benga au Gabon. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Je suis très contente aujourd'hui parce que je suis présidente de l'association. Oui. Je suis présidente d'une association, Identité culturelle pour la Renaissance africaine. Donc, je suis très contente parce que c'est une émission qui nous manquait la plupart des débats. On ne fait même pas référence à notre culture. Notre culture est détenue par nos ancêtres qui réactualisent nos connaissances. Je suis désolée, je n'ai aucune pénibilité pour rentrer dans la modernité, puisque on m'apporte sur un plateau d'argent ce que je dois venir dire. Je ne réfléchis pas. Donc on ne peut pas séparer le développement à deux axes. L'axe qui est, on est connecté par nos ancêtres, et l'autre axe horizontal qui est une matérialisation. Je n'ai aucune pénibilité. Donc, la renaissance, c'est de nous réapproprier, parce que le développement de l'Afrique est déjà préparé. Ce que M. Docimiento, je ne sais pas comment il s'appelle, si j'étais là, j'allais déchirer ça. Je suis sévère, je ne voudrais pas de référence quand je parle de l'Afrique. Aucune. Parce que moi, on me l'a dit que le développement de l'Afrique est déjà préparé. 950 érudits dans le monde entier. Moi, j'ai été saisi à 45 ans. 70 chemises cartonnées depuis la cosmogonie, depuis notre jeunesse jusqu'à la 9 inventions, en passant par l'alphabétisation, où j'ai une méthode où on a des raccourcis pour rattraper tout ça. Nous n'avons aucune pénibilité. Nous nous reposons sur ceux qui ont été choisis. Ceux qui ont été choisis, pour vous le dire, existent déjà. Moi, je dis, j'existe déjà, je fais partie. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. J'ai fait partie. Il suffit de siffler, vous allez tous nous voir et on va vous apporter des choses extraordinaires. Inutile de tergiverser ou bien réfléchir. On ne réfléchit pas dans la culture africaine. Nous sommes guidés, nous sommes protégés, nous sommes conduits jusqu'à la modernité. Donc, inutile de réfléchir, d'avoir des références de qui que ce soit. Quand moi je parle, je n'en ai pas. Je leur dis ça d'avance. Donc, je suis assisté quand je viens parler. Je n'ai pas beaucoup de problèmes. Donc, il faudrait être fier d'être africain. Rien n'est perdu. On peut vous expliquer pourquoi on est arrivé jusque-là. On n'est même pas en retard. Il fallait punir certaines personnes. Donc, il faut une cause pour sanctionner. Je vous remercie. Merci, madame. Nous allons immédiatement aller vers monsieur Donacimiento. Il me semble que son discours, parce que je le connais bien, pour avoir écouté et lu ses livres, n'est-ce pas? Je connais bien la posture qui est la sienne. Il me semble qu'il y a des quiproquos, mais comme je ne peux lever ces quiproquos à sa place, je lui donne l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir mieux expliquer, n'est-ce pas, sa pensée pour qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Monsieur, c'est à vous. Oui, quelle est la question qui m'a été posée? Vous avez écouté les téléspectateurs qui semblaient trouver dans vos propos des zones d'ombre. Or, je connais bien votre discours
j'aurais souhaité que vous-même, vous leviez quelques équivoques. Excusez-moi, vous pouvez répéter un peu plus fort? Je n'ai pas bien entendu, je suis désolé. D'accord. Je disais tantôt, les téléspectateurs trouvent quelque peu, n'est-ce pas, des nuances dans votre discours. Ils ne le trouvent pas franc et massif, n'est-ce pas, sans référence à l'Occident. Je n'ai pas très bien compris, malheureusement, je suis désolé. D'accord. Je reviens à vous, la technique va s'organiser pour faire du mieux. Là, je vous entends bien. D'accord, allez-y. Bon, je disais tantôt, les téléspectateurs trouvaient que vous n'étiez pas assez nuancé, enfin, que vous preniez un peu trop, n'est-ce pas, des référents à l'Occident dans le cadre de votre discours. Alors, si je comprends bien, ils disent que je fais un peu trop de référence à l'Occident dans le cadre de mon discours. Oui, voilà. D'accord, c'est ça. Oh, ben, écoutez, je ne pense pas faire trop de référence à l'Occident dans mon discours. Simplement, j'essaie de donner une définition objective des concepts. Voilà, hein, c'est tout simplement ça. Par exemple, en ce qui concerne le concept de modernité, la définition que j'en ai donnée ne fait pas du tout référence à l'Occident. C'est une définition objective de la modernité. La modernité, c'est simplement l'organisation de la société selon une perspective de progrès. Nos ancêtres l'ont fait dans le passé. Ils ont organisé leur société selon une perspective de modernité. Nous, aujourd'hui, selon une perspective de progrès, pardon, nous, aujourd'hui, dans le cadre de nos sociétés post-coloniales, nous n'arrivons pas à organiser nos sociétés selon une perspective de progrès. Hein, voilà, donc il s'agit simplement de savoir qu'est-ce que c'est que le progrès. Le progrès se situe au niveau politique, économique, technique, scientifique et intellectuel. Et notre grand défi, justement, c'est d'organiser cette modernité-là en nous inspirant de ce que nos ancêtres ont fait, mais je dis bien en nous inspirant. Nous n'avons pas à reconduire les solutions que nos ancêtres ont données, mais nous pouvons nous inspirer de leurs solutions pour inventer des solutions donc nouvelles. Hein, voilà, donc ce que je peux dire, je ne vois pas du tout de référence à l'Occident là-dedans. Et puis tout à l'heure, je crois que vous avez abordé la question de la différence entre panafricanisme et renaissance africaine. Oui. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me donniez l'occasion tout à l'heure de m'exprimer sur le sujet, parce que c'est un sujet très important pour notre communauté africaine. Nous y sommes, n'est-ce pas? Parlons donc, nous reviendrons sur la Renaissance africaine dans son corpus, mais précisément, quelle est la différence entre le panafricanisme et la Renaissance africaine? Parce que vous le savez bien, comme moi, que Cheikh Anta Diop, qui était pourtant contemporain du panafricanisme, n'a évité, ou tout au moins, n'a jamais parlé du panafricanisme. Alors, vous souhaitez que je vous réponde dessus? Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors écoutez, je crois qu'effectivement, cette question de quel est le rapport de la Renaissance africaine au panafricanisme, c'est une question importante. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la différence entre la Renaissance africaine et le panafricanisme est celle qui existe entre un projet et le levier de ce projet. Le projet, c'est la Renaissance africaine. C'est le projet, pourquoi? Parce que c'est dans le cadre de la Renaissance africaine que nous allons savoir quel est le système politique que nous voulons mettre en place, quel est le système économique que nous voulons mettre en place, quel est le système éducatif que nous voulons mettre en place. Ça, c'est dans le cadre de la Renaissance africaine. Mais pour réaliser ce projet de la Renaissance africaine, il nous faut créer les conditions optimales de sécurité de nos territoires et de mise en valeur de nos ressources.
c'est là où intervient le panafricanisme, en ce sens que justement la doctrine du panafricanisme propose un cadre optimal, qui est le cadre continental, un cadre qui est à même de faire de l'Afrique un pôle géopolitique. Pour résumer, on pourrait dire que sans la Renaissance africaine en tant que projet, le panafricanisme serait une coquille vide. Parce que imaginez que nous réalisons l'unité des pays africains. Une fois que l'unité est faite, il y a des questions qui restent en suspens auxquelles les panafricanismes n'ont pas donné de réponse. Une fois que l'unité est faite, quel est le système politique que l'on met en place? La doctrine du panafricanisme n'y répond pas. La Renaissance africaine y répond. Quel est le système économique que l'on met en place? La doctrine panafricaniste n'y répond pas. La Renaissance africaine y répond. Quel est le système éducatif? Les panafricanistes n'y répondent pas. La Renaissance africaine y répond. Donc, vous voyez, panafricanisme et Renaissance africaine, c'est vraiment complémentaire. C'est dans la Renaissance africaine qu'on va trouver le projet que l'on doit mettre en œuvre. Maintenant, ce projet a besoin d'un levier, et ce levier, c'est l'unité continentale. Vous voyez, c'est en ce sens que le panafricanisme est complémentaire de la Renaissance africaine. C'est vraiment la différence qu'on peut faire entre un projet et le levier de ce projet. J'espère que j'ai été assez clair sur ce sujet. Vous l'avez parfaitement été. Je vais revenir tout de suite à M. Balloch. Dites-nous un peu, dans le contexte de son article Renaissance africaine, n'est-ce pas, de la Renaissance africaine, Cheikh Anta Diop disait quelque chose, j'allais dire, d'assez dur, en parlant des langues. Il disait de la nécessité d'une culture fondée sur les langues africaines. Pour fonder la modernité, disait-il, que toute œuvre littéraire appartienne nécessairement à la langue dans laquelle elle est écrite. Autrement dit, les Africains qui écrivent en français appartiennent à la littérature francophone, en anglais à la littérature anglophone, et ne sont en rien, n'est-ce pas, des auteurs de la langue, des auteurs africains, parce qu'ils ne s'expriment pas à partir des langues, et donc ils n'expriment pas le génie des langues africaines, et donc ne parlent pas aux populations africaines. Donc la question, à votre avis, pourquoi Anta Diop était-il si radical dans la nécessité de l'utilisation, n'est-ce pas, des langues africaines, et un peu plus loin, on ne va pas être très long là-dessus, n'est-ce pas? Il parle aussi de la nécessité des religions africaines dans la perspective de la Renaissance africaine. Vous savez, la langue, c'est l'instrument avec lequel on remue sa culture. Et si on compte fonder la Renaissance africaine à travers le français avec lequel nous sommes en train de communiquer, cela n'aurait aucun sens. Les autres ont été obligés de rentrer apprendre le latin et le grec pour comprendre d'abord la langue qu'eux-mêmes ils étaient en train d'utiliser comme langue de communication. Nécessairement, il faudrait aller ressusciter nos propres langues qui sont très apparentées à l'égyptien ancien. Parce que ces langues-là expriment et continuent à exprimer aujourd'hui une vision du monde, la façon dont nous avons vu ce monde et la façon dont nous avons dit le réel exprimé à travers ce monde. Donc, on ne peut bâtir la Renaissance africaine que partant de nos propres réalités, donc nécessairement de nos propres langues. Or, si nous prenons une langue étrangère, nous sommes en train de bâtir notre Renaissance à partir des réalités, de la lecture du vrai que l'autre a eu à imaginer. Donc, Cheikh Anta Diop avait vraiment raison. Et aucun Africain qui écrit dans la langue française n'est en train d'enrichir sa propre culture. Il est en train d'enrichir la langue française et la culture française. Lorsque les Africains célèbres comme Senghor inventent des mots comme essentiel, lorsque les Africains inventent des mots comme bombillement, ce n'est pas pour faire
enrichir les concepts philosophiques de nos langues. C'est pour faire évoluer la langue française. Et n'oubliez pas une chose, quel que soit l'Africain qui écrit dans la langue française, sa littérature ne pourra jamais être classée dans le cadre de la littérature française. Ça sera seulement une littérature africaine d'expression française. Et ça n'a aucun sens du tout. Et Cheikh Anta Diop, plus loin, va prendre dans un autre article fait et cause pour la religion africaine. Et même dans certains ouvrages comme Civilisation ou Barbarie. Et dans Alerte sur les tropiques, il y a un article, quand pourrait-on parler de la Renaissance africaine, si je ne me trompe pas, où il dit qu'il faudrait nécessairement que nous puissions constituer un clergé qui va protéger notre continent, qui aura tout ce qu'il y a comme rite, texte et autres, je suis en train de le paraphraser là, et qui va protéger les Africains contre toute autre forme d'aliénation qui pourrait ressurgir. Et ça, c'est très important parce que Cheikh Anta Diop avait vu que les religions étrangères sur notre sol ne sont qu'une forme d'aliénation. Or, une religion, c'est la façon dont, dans une culture, on a vu le réel. C'est la façon dont on l'a exprimé. C'est la façon dont on a imaginé le lien qu'il peut avoir avec la transcendance, le lien qu'il peut avoir avec autrui. Or, nos religions sont le socle fondamental même de notre unité. Si vous prenez le cas de l'Égypte pharaonique, l'unité du pays s'est bâtie progressivement à travers ce qu'on a appelé la religion domestique. Et pour mieux comprendre, puisque nous n'avons pas encore fait suffisamment de travaux, que ce soit chez les égyptologues diopiens, que ce soit chez les égyptologues eurocentristes, sur la façon dont l'unité du pays dépendait de la cohésion de la religion domestique qui, au niveau étatique, était exprimée par le culte que le pharaon rendait à la divinité, lequel était représenté comme les ancêtres. C'est pourquoi le terme Nicher ou Nitiru renvoie aussi très souvent à ces ancêtres-là. Mais pour essayer de comprendre comment la religion domestique a contribué à l'édification de l'État, on peut par exemple parcourir un ouvrage de sociologie historique qui aborde très bien la question dans le cadre de la construction des cités-États grecques. Et là, il s'agit de Foustel de Coulanges dans la cité antique. Et le même modèle, le même cadre de réflexion, on peut l'étudier et on va se rendre compte que ça cadre textuellement avec l'évolution de la société égyptienne. Donc, comme pour dire que même quand nous allons parler des questions d'État, quand nous allons les aborder, nous ne saurons évacuer le terme de la religion, parce que la religion domestique est au fondement de la notion d'État. Voilà. Je vais tout de suite à... Je pense qu'à la technique, il y a un intervenant. Bon, nous allons immédiatement vers Yaoundé et je m'en vais demander à M. Bibou s'il a des éléments complémentaires en ce qui concerne l'utilisation et l'usage des langues maternelles dans les écoles, dans le système éducatif. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à implémenter justement les langues africaines? Or, nous savons bien que quelqu'un qui parle bien sa langue maternelle est plus apte à parler les langues et plus apte à faire la science. En m'inscrivant dans le prolongement, justement, de ce qui a été dit précédemment, j'ai ici un ouvrage que je recommande, en même temps que je voudrais saluer la grande dame qui vient de nous appeler du Gabon, ainsi que tous les autres qui ont appelé, qui ont contribué. Et je l'invite à appeler la technique pour laisser ses coordonnées, pour que nous puissions entrer en contact avec elle. J'ai ici un ouvrage qui s'appelle « La philosophie camerounaise à l'ère du soupçon, le cas Toa ». Il a été publié aux éditions Le Flambeau en novembre 1980 et ses auteurs sont Basile Juléa Fouda, docteur en philosophie, et Sinjun Pokam, docteur en philosophie. À la page 52, je vous lis ça très rapidement. Au fait, monsieur Toa, savez-vous que les mythes que vous conspuez relèvent de la littérature orale? Vous n'êtes pas spécialiste de cette littérature. Ce que vous en dites semble relever de l'on-dit ou de la rumeur publique. Aussi bien êtes-vous dans l'incohérence quand vous acceptez de parler de la littérature orale en excluant les mythes qui sont partie intégrante. Dans une communication sur l'art nègre au premier Festival mondial des arts nègres, Dakar 1966, nous avons défini, c'est Basile Juléa Fouda qui parle,
nous avons défini clairement les tenants et les aboutissants de la littérature orale négro-africaine. Confère, rapport, tome 1, Paris Présence africaine, page 281 à 306. Nous nous limitons ici à rappeler les genres de cette littérature orale. Archives des traditions et archives de la parole clamée. 1. Le genre historico-chronologique, qui renferme dans cette catégorie les généalogies, les liturgies et les initiations dont nous a parlé la sœur du Gabon tout à l'heure. 2. Le genre critico-gnomique, satire, comptine ludique, devinette, proverbe. 3e, le genre philosophique et théologique. Les genres philosophiques et théologiques. Les légendes, les mythes, les fables et les contes. 4e catégorie et dernière de ce qu'il cite. Genres à poème mélodie, c'est-à-dire le récit épique, il y en a de plusieurs ordres, les récits lyriques et les verroteries sentimentales. Ça, c'est le savant qui a parlé. Et en effet, on est encore là, dans ce que j'appelle souvent le franc CFA éducationnel, le franc CFA de l'instruction, comme le franc CFA spirituel ou le franc CFA religieux, que sont ces religions, je suis désolé, que je ne citerai pas ici, qu'on appelle les religions du livre. C'est-à-dire que la littérature africaine, vous imaginez qu'on peut y adjoindre tout le bloc écrit, notamment qu'on retrouve sur les papyrus égypto-nubiens ou kamito-nubiens, et ce antérieur encore de l'écriture de Meroué, l'écriture qu'on appelle abusivement de Meroué, qui est, elle, antérieure aux hiéroglyphes, et encore plus mystérieuse. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que, en termes d'abstraction, c'est-à-dire dans la construction sophistiquée d'une langue, qui a aussi une dimension vibratoire, pour faire un clin d'œil aux valeurs ésotériques de ces choses-là, dans cet art de la créativité pure, du talent et du génie, nous avons à faire valoir toutes nos formidables et extraordinaires langues qui sont en réalité un lieu dans lequel je crois Cheikh Anta Diop invitait à faire de l'archéologie, une sorte d'archéologie du langage pour excaver tous les savoirs qui s'y cachent. Bien entendu, il y a un enjeu, parce que celui qui apprend la littérature et qui, à la fin, ne sait justement pas étudier le caractère littéraire sublime de sa langue maternelle ou paternelle est un problème. À cet égard, je voudrais dire aussi que lorsque nous parlons de Renaissance et lorsque nous établissons le lien avec l'identité culturelle, c'est lié avec la langue qui est aussi un des véhicules et un des marqueurs de cette spécificité culturelle. Parce que lorsqu'on parle de Renaissance, de nous réapproprier notre expertise finalement antérieure, bien entendu, ce n'est pas pour nous y enfermer, mais c'est que pour construire la voiture rapide, il faut d'abord savoir construire la voiture qui va lentement, parce que c'est après qu'on la perfectionnera. Eh bien, de la même manière, en nous retournant vers nous-mêmes, vers notre histoire, nous créons les conditions d'une saine autonomie, parce que nous n'attendons pas de quiconque. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas serviles, nous ne sommes pas dépendants, nous sommes indépendants. Et donc, en regardant sur nous-mêmes, nous trouvons les ressources cas pratiques qui font en sorte que, lorsqu'on a vu dans la royauté ancestrale que les nobles, ou plutôt les notables qui accompagnent le roi, sont des représentants finalement d'éléments constitués, des corps constitués de la société, on voit bien qu'une logique républicaine est au cœur de ce mode de fonctionnement. Et lorsqu'on voit la reddition des comptes dans la royauté africaine ancestrale et dans tout ce qui s'y apparente au plan institutionnel, eh bien, lorsqu'on voit tout ça, on voit bien que la culture de l'impunité n'y existe pas. Comment ne pas y voir la plus explicite des modernités et le plus explicite des progrès que de comprendre ces notions-là en regardant ce que nous sommes dans le passé, que nous avons bâti glorieusement. Je sors vraiment rapidement Tayou Kamge sur cette prise de parole, parce que je crois que ça s'achève bientôt, par cette exhortation
de justement Frantz Fanon que j'ai ici, qui est très brève et qui est tiré des damnés de la terre. Il dit ceci, je cite, « Donc, camarades, ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur renvoyer une image, même idéale, de leur société et de leurs pensées pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Fin de citation et fin de l'ouvrage Les damnés de la terre. Merci, M. Bibou. Je sais que vous êtes un ami très passionné de Frantz Fanon. On en reparlera, bien entendu. Je vais demander tout de suite à M. José do Nascimento, lui poser la question suivante. D'après, il paraît qu'il y a quelques appels en ligne. Après ça, nous allons aller vers M. José do Nascimento. Nous vous écoutons. S'il vous plaît, vous qui êtes en ligne. Il y a un grand retard. Hein? Oui, alors, M. Taillou. Nous vous écoutons. Oui, merci. Hein? Merci beaucoup, merci. Je suis le prince Bakal. J'appelle depuis la cité balnéaire de Kribi, au Cameroun. Je vous remercie réellement de cette grande émission que vous nous avez permis de pouvoir revoir dans notre chaîne. Hein. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance et je suis certain, hein, la reconnaissance de tous ceux qui sont ici avec moi et de cette reconnaissance va à votre endroit vous-même, mais aussi à l'endroit aussi de votre formidable panel. Hein. Vous avez su regrouper ces gens qui sont capables de dire beaucoup de choses dans ces thèmes que je considère comme étant parfois hermétiques, réservés à une certaine catégorie de gens supérieurs. Parce que vous savez, il faut être de cette catégorie-là, hein, dont vous faites partie, pour être capable d'assumer ce rôle d'interface. Interface un peu entre ceux qui sont passés, des nôtres, et ceux qui viendront demain. Ce n'est pas facile, je vous dis. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que aussi, j'ai une formidable impression là que je ne sais pas comment décrire personnellement. C'est-à-dire parfois, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, mais à d'autres moments, j'ai l'impression de me perdre. Franchement, j'ai l'impression de me perdre. J'ai l'impression de me perdre. Pourquoi? Parce que vous avez donné une formidable définition de la culture, d'ailleurs que je serais totalement incapable de reprendre, hein, mais ce que j'ai retenu là-dessus, que la culture, en fait, devrait être l'élément par lequel, en fait, c'est-à-dire de la Renaissance, la définition de la Renaissance, que ça devrait être l'élément par lequel on devrait améliorer le niveau, le style de vie des populations par rapport au niveau de vie passée. Parce que moi, je retiens de ça. Et aussi, vous dites parler un peu de la langue comme étant l'élément essentiel de la culture. Et vous avez dit beaucoup de choses. Bon, mais si je reviens sur les choses qui m'embêtent un peu, une à une. D'abord, vous parlez de la culture africaine. Et nous savons le nombre de langues que nous avons en Afrique. Pourquoi ne parlez-vous pas directement des cultures africaines? Si la langue, en réalité, est cet élément moteur, cet élément indispensable, hein? Pourquoi ne pas donc parler des cultures africaines une fois? Deuxièmement, est-ce que, je voudrais comprendre, est-ce que la culture de nos parents est forcément notre culture de nous aujourd'hui? Ça veut dire, est-ce que la culture est un élément statique de la vie? Ou bien la culture est-elle dynamique? Évolue-t-elle? Ou bien nous devrons vivre comme, nous devrons assumer, dire que la culture de nos parents est forcément notre culture nous aussi. Donc c'est ça autant d'éléments que je ne comprends pas, parce que j'ai l'impression que
malgré le fait que les panélistes soient tellement talentueux, j'ai l'impression que nous sommes en train de vouloir faire subir à notre race, je préfère dire ça comme ça, à notre race, lui donner une autre charge qui risque de dépasser même celle qui lui a été imposée par le passé, par la coalition, comme vous avez si bien dit, que toutes les autres. Vous savez, vous le dites souvent, M. Tayo, qu'il n'y a que nous qui avons connu ce rangement à la bec, pratiquement. Mais voyez maintenant, vous êtes en train de vouloir nous imposer à nous aussi ce que d'autres personnes vivant ailleurs, en Amérique, en Europe, en Asie même, n'ont pas suivi. C'est-à-dire, vous essayez de nous faire vivre en autarcie, complètement en autarcie, en nous pendant uniquement sur ce que faisaient nos parents, nos arrière-parents. Est-ce que, je veux dire, la tricherie positive, c'est-à-dire, je vais chez les Blancs, j'apprends à fabriquer le feu, j'amène cette fabrication du feu chez moi, est-ce que ce serait quelque chose de mauvais si mes parents n'ont pas eu cet élément, comme dit souvent Bekoro, on part pour apprendre à lier le bois au bois. Je vais donc apprendre ça. Coupez. Ok. Nous vous avons écouté. Nous ne vous invitons pas à de l'autarcie. Nous avons simplement invité, dans le cadre de la Renaissance africaine, à découvrir les éléments qui nous permettraient de rebondir. Monsieur Donasimiento a dit tantôt que pour renaître, n'est-ce pas, c'est de l'inventivité, c'est la créativité, c'est la référence au passé, mais sans pour autant, n'est-ce pas, y habiter dans le cadre, n'est-ce pas, de l'histoire et de l'histoire du passé. Donc, tout à l'heure, ils répondront là. Tout de suite, allons vers un second appelant. Est-ce que nous avons un second appelant? Non? OK. Dans ce cas-là, nous allons repartir sur Paris vers M. José Donasimiento. D'accord. Dites-nous, M. Donasimiento, dans les travaux de Maes Diop, n'est-ce pas, l'Afrique, après l'invasion de Cambyses le Perse, n'est-ce pas, a quand même pu rebondir de ses centres avec l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, du Monomotapa, l'Empire du Congo. Dites-nous, quelles sont les 5 agressions majeures qu'a subies l'Afrique qui ont des conséquences pathologiques sur elle jusqu'aujourd'hui, notamment celle qui a produit, n'est-ce pas, l'État libertaire en Afrique? Oui. Très bien. Alors, effectivement, il faut absolument souligner que la condition actuelle de l'Afrique est effectivement issue de 5 agressions que nos peuples ont subies. La première agression a été l'agression des religions révélées à partir du XVe siècle. L'ingérence des religions révélées en Afrique ont eu 2 conséquences. La première conséquence, ça a été la perte de la cohésion identitaire dans nos sociétés. Vous prenez par exemple l'ancien empire du Songhai. Dans l'ancien empire du Songhai, il y a eu un conflit entre effectivement la partie de l'intelligentsia qui était devenue musulmane et la partie de l'intelligentsia qui était restée fidèle à la religion traditionnelle. Et ben, au moment où les armées marocaines ont agressé le Songhai, et à ce moment-là, l'armée du Songhai devait donc défendre le territoire national. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a une partie de l'intelligentsia du Songhai qui, par solidarité religieuse, s'est ralliée aux Marocains. Donc, vous voyez qu'il y a eu là une atteinte à la cohésion identitaire des Africains, c'est-à-dire, par exemple, au Songhai, une partie de l'élite ne se pensait plus en tant que Songhai, mais se pensait en tant que musulman. Et donc, cette décohésion identitaire a entraîné la chute du seul rempart qui nous permettait en Afrique de résister à toutes les invasions, qui est la chute du rempart
étatique. Et une fois que le rempart étatique est tombé, ben, ça a ouvert les voies à toutes les ingérences étrangères. Et nous ne sommes pas sortis de ce danger aujourd'hui parce que vous voyez l'influence que les religions révélées ont aujourd'hui en Afrique. Nous ne critiquons pas directement les religions révélées, mais nous faisons simplement appel à nos frères chrétiens et musulmans, nous faisons appel à eux afin qu'ils conservent leur identité africaine, afin qu'en cas, par exemple, d'invasion, si on a une armée chrétienne extérieure qui nous envahit, ou si on a une armée musulmane extérieure qui nous envahit, eh ben, qu'ils se mettent de nos côtés pour défendre les sociétés africaines et non pas qu'ils aillent du côté de leurs confrères religieux. Bon, bref, la première agression a été ça a été la perte de la cohésion identitaire. La deuxième agression, ça a été les razzias esclavagistes. Les razzias esclavagistes, à partir du XVIIe siècle, ont favorisé en Afrique la formation des régimes despotiques. Regardez, en Afrique du Sahel, la terminologie politique à partir du XVIIe siècle a changé. On ne parle plus du Mansa, on parle du Fama ou de l'Almamia. Le Fama, c'est un chef politique dont l'autorité repose sur la seule force. Et donc, effectivement, les razzias esclavagistes ont entraîné la formation de régimes despotiques. Elles ont entraîné aussi la ruralisation des cadres de vie et des économies, c'est-à-dire que les populations ont fui les centres urbains pour aller se réfugier dans les campagnes, dans la forêt, et donc ça nous a fait passer d'un mode de vie urbain à un mode de vie rural. Enfin, la quatrième, on va dire plutôt la troisième agression, c'est la colonisation. C'est intéressant de voir que la colonisation a été l'agression qui a duré le moins longtemps, à peine 50 ans. La colonisation a duré à peine 50 ans et pourtant, c'est cette agression-là qui nous a fait le plus de mal. Pourquoi? Parce qu'avec la colonisation est arrivée la version coloniale de l'histoire africaine. Or, quel a été l'effet de la version coloniale de l'histoire africaine sur l'intelligentsia africaine? Elle a neutralisé son aptitude à l'initiative historique. En raison de la version coloniale de l'histoire africaine, nos intelligentsias sont devenues des intelligentsias attentistes. Elles ne prennent aucune initiative historique, elles attendent que toutes les solutions leur viennent de l'extérieur. C'est véritablement là que l'Afrique a été vaincue. Le fait que la version coloniale de l'histoire ait neutralisé notre intelligentsia, c'est vraiment là que nous avons été vaincus. Enfin, la dernière agression, c'est la guerre froide. Beaucoup de gens ne sont pas conscients que durant la guerre froide, c'est-à-dire des années 50 jusqu'aux années 80, il y avait en Afrique ce qu'on appelle la rente bipolaire. Concrètement, c'est quoi? C'était les États-Unis et l'URSS qui proposaient aux chefs d'État africains, écoutez, si vous réprimez l'opposition, moi, je vous soutiens militairement, je vous soutiens financièrement, je vous garantis la pérennité de votre régime, mais à condition que vous réprimez l'opposition. Et c'est ça, c'est cette rente bipolaire qui a amené en Afrique post-coloniale la formation des régimes autoritaires. On a souvent l'impression, et malheureusement beaucoup d'analystes occidentaux disent que les régimes autoritaires en Afrique sont l'expression de la culture politique africaine ancienne. C'est tout à fait faux. Les dictatures que nous avons connues en Afrique des années 60 jusqu'aux années 80, ces dictatures-là ont été créées par la rente bipolaire, par l'impact de la guerre froide sur les sociétés africaines. Voilà donc un peu les agressions que les sociétés africaines ont subies et dont nous continuons à vivre les conséquences. Malheureusement, nous voyons en Afrique, il y a des guerres de religion qui commencent à se mettre en place. Les Africains musulmans, chrétiens, de religion traditionnelle, nous commençons à nous battre entre nous, ce qui est une catastrophe. Donc, vous voyez réellement beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui sont issus de ces 5 ou 4 agressions que nous avons connues du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Nous allons vers Yaoundé.
Merci, M. Donald Cimiento. Nous reviendrons à vous pour la conclusion de l'émission. Nous allons revenir à vous pour la conclusion de l'émission. Donc, tant plus tarder, nous allons à Yaoundé parce que nous allons au pas de course, n'est-ce pas pour... Oui, nous vous avons entendu, M. Donald Cimiento. Donc, nous allons immédiatement vers Yaoundé, au pas de course, pour demander à M. Bibou, n'est-ce pas, de dire un mot pour clore, n'est-ce pas, à partir de Yaoundé, la thématique de la Renaissance africaine en ce qui concerne sa nécessité. Est-ce qu'il a un dernier mot pour nous dire, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que nous devons nécessairement renaître? Bien entendu, et c'est un avant-dernier mot parce que nous continuerons sur d'autres plans cette lutte et cet engagement à travers cette émission, dont c'est la nouvelle saison. Oui, alors une autre illustration pratique. La nécessité de renaître, c'est la nécessité de restaurer notre fierté et notre dignité. Parce qu'un homme sans fierté et sans dignité courbe l'échine et ne regarde pas les autres en face. Dans le grand marché de l'humanité, où toutes les nuances du genre humain se rencontrent, celui qui n'a pas de fierté et de dignité n'a rien à apporter. Il vient comme un mendiant. L'enjeu donc, c'est de restaurer le génie créateur sur tous les plans que nous avons eus dans notre histoire et de le faire progresser. Application pratique. Vous avez en ce moment tout le monde qui se réjouit de l'arrestation de Nicolas Sarkozy. Mais non, messieurs. Nous ne devons pas attendre que la France juge Nicolas Sarkozy, parce qu'en plus, elle le juge pour des questions qui la concernent. Que les associations de la diaspora, que toutes les ONG qui sont actives en Europe aillent porter plainte contre ce personnage devant la Cour européenne des droits de l'homme. Que ceux qui résident en Afrique fassent la même chose devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut être dans l'action, il faut agir. Si on prend un autre cas pratique, de nos jours, vous avez dans l'ordonnancement international, vous savez l'ordre public international dictatorial dans lequel un petit groupe d'États abusivement appelé communauté internationale dicte leurs desiderata. Il y a quand même eu quelques brèches qui ont été créées, notamment les brèches concernant le droit international. Approprions-nous ces brèches. Quand vous regardez la Convention contre les discriminations et le racisme, qui aujourd'hui est appliquée dans la quasi-totalité des États du monde, que faisons-nous, nous, Africains ou nous, Afro-descendants, pour nous acquérir, nous approprier ces droits et les exercer, pour en jouir? Comment pouvez-vous accepter qu'on appelle Zlatan Ibrahimovic et qu'on vous appelle Mboma, Nson? Alors que si on appelait Zlatan Ibrahimovic, comme on vous appelle vous, on l'appellerait Zlatan Ibrahimovic. On appellerait Schumacher, non pas Schumacher, mais on l'appellerait S. Schumacher. Pourquoi lorsqu'on vous appelle en déformant vos noms, en violant vos langues originelles, en faisant cette espèce de génocide langagier, pourquoi vous le subissez? Il faut vous lever pour dire non, je ne m'appelle pas Mboma, je ne m'appelle pas Nson, je m'appelle Nson, je m'appelle Mboma. Et vous avez le droit international à travers cette convention qui lutte contre les discriminations, y compris celles d'ordre racial, dans lesquelles vous trouverez les outils pour poursuivre en justice ceux qui osent vous manquer, blâmer ou bafouer votre dignité de la sorte. Ça, c'est l'enjeu. Mais ceux qui arrivent à faire ça sont des personnes qui se projettent dans le monde sans complexe. Et ceux qui se projettent dans le monde sans complexe, c'est ceux qui ont ressuscité leur identité et qui l'ont chérie, qui l'ont aseptisé, qui l'ont peaufiné pour qu'après, sur cette base-là, ils puissent aller échanger avec les autres. Merci, M. Bibou, n'est-ce pas, de nous avoir fait d'aller vers la conclusion. Nous sommes malheureusement obligés d'aller au pas de course. Nous allons demander de laisser M. Balok dire un mot et nous repartons vers Paris pour conclure. Dans tout le message que nous avons dit ici, il faudrait savoir que celui-là qui l'aura compris est celui-là qui sentira naître en lui un homme nouveau, prometté d'une civilisation nouvelle. Et que Afrocentricité International est sur cette voie-là. C'est pourquoi dans son grand projet de constituer un temple africain à Abidjan, un temple concentré à tous ceux-là qui aiment la tradition sincèrement, vous invite à venir
nous soutenir dans cette entreprise. Je vous remercie. Merci. On reviendra la prochaine fois sur les informations concernant AI International, qui est la principale organisation qui soutient, n'est-ce pas, cette émission Renaissance africaine. Donc, sans plus tarder, nous allons à Paris pour avoir un dernier mot de José Do Nascimento, en espérant qu'il sera notre prochain invité dans le cadre de l'émission Renaissance africaine, en compagnie, si cela est possible, de quelqu'un que l'Afrique mériterait de connaître. C'est M. Zwamba Simanga, notamment à partir d'un livre, on va l'appeler ainsi, n'est-ce pas, qu'il a écrit, qui est intitulé « Les lions herbivores ». Bon, sans plus tarder, nous laissons la parole à M. José Do Nascimento pour conclure l'émission. Vous nous entendez, M. Do Nascimento? Est-ce que vous pouvez nous dire, n'est-ce pas, un dernier mot sur la nécessité de la Renaissance africaine? Nous avons quelques problèmes à la technique. Nous allons repartir à la technique. Est-ce que vous pouvez nous dire un dernier mot sur la nécessité de la Renaissance africaine? C'est à moi que vous vous adressez? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, vous pouvez me répéter la question? La nécessité, n'est-ce pas, de la Renaissance africaine en guise de conclusion de notre émission. Ah oui, très bien. Mais écoutez, je vous remercie de me confier la conclusion de l'émission. Alors écoutez, ce que je dois dire, c'est que aujourd'hui, les populations africaines sont dans une situation d'urgence. Elles sont dans une situation de survie. Aussi, il nous faut passer désormais à l'action. On ne peut plus se contenter de dénoncer et de critiquer. Il nous faut désormais agir. Pour agir, il nous faut un programme politique. Je viens justement de publier un livre dont le titre est « Les chemins de la modernité en Afrique ». Ce livre propose justement un programme politique pour pouvoir conquérir le pouvoir par la voie des urnes et pour mettre en place, pour mettre en œuvre des politiques de la Renaissance africaine. Et donc, je fais vraiment appel aux intellectuels africains et aux acteurs politiques africains de s'approprier les idées qui sont dans ce livre, de les vulgariser, afin que désormais en Afrique, nous qui appartenons au camp des progressistes, on puisse passer de la critique à l'action. C'est vraiment un vœu cher que je formule et je fais appel aux acteurs politiques et aux intellectuels africains dans ce sens-là. Merci José Do Nascimento. Nous sommes parvenus, chers téléspectateurs, au terme de cette émission Renaissance africaine, saison 2, 2 en 1. 2 en 1, ceci signifie que désormais, de manière alternative, chaque fois que le programme le permettra, nous aurons Renaissance africaine qui sera consacrée à Kumpa Vita, n'est-ce pas, ou tout au moins à toutes les personnes, les individus, les individualités anonymes ou célèbres qui ont participé à la lutte de libération. Et dans le même sillage, nous parlerons des grands moments, n'est-ce pas, des théâtres des opérations militaires, culturelles ou politiques, n'est-ce pas, qui ont permis de desserrer l'étau de l'impérialisme culturel, l'impérialisme économique et religieux sur l'Afrique. Bien entendu, en 2 en 1, cela voudrait dire que nous aurons Renaissance Imhotep, comme aujourd'hui, et là, nous allons parler de la science, des humanités classiques, pour voir ce que dit ou ce qu'a dit l'Afrique et comment, à partir d'elle, on peut renaître. Nous ne pourrons reconquérir le monde, n'est-ce pas, ex nihilo. Nous devions bien partir de quelque part. Nous ne pouvons pas repartir, comme on l'a dit, à partir ni des langues des autres, ni des projets civilisationnels des autres, mais bien entendu, à partir des nôtres. Sans plus tarder, je vais remercier les panélistes qui ont accepté d'être ici. Monsieur Bibou Nissak à Yaoundé, Monsieur Balok ici à Douala, Monsieur Do Nascimento à Paris, et vous-même, chers téléspectateurs, qui avez longuement insisté pour que Renaissance africaine revienne sur les plateaux. Et nous remercions aussi AI International, sans qui, n'est-ce pas, l'émission n'aurait pas eu lieu. Merci à la technique et merci à vous, chers téléspectateurs.
Renaissance africaine saison 2.